Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse part au Rwanda avec Jeanne Hering. Cette agronome de 32 ans s'intéresse à l'Afrique. En début d'année passée, elle s'est rendue avec son oncle dans la capitale, Kigali. L'oncle de Jeanne s'appelle Roland Junot. Il est un philosophe, chercheur et conteur bien connu à Genève. Il dirige une association, les Amis de Bisesero, qui soutient les familles et les jeunes au Rwanda. Je vous ai mis ses coordonnées en note d'épisode sur le site de Graines de Curieuse. Jeanne a donc séjourné 2 semaines au Rwanda. Elle a eu l'occasion de partager le quotidien d'une famille dont le père est agronome et de s'imprégner de la culture locale. Elle en est revenue parée de bijoux et de vêtements colorés que vous pouvez découvrir sur la version YouTube de ce podcast. Sachez par ailleurs que dans un futur plus ou moins proche, Jeanne Hering se prépare à reprendre la ferme de ses parents. Ils sont agriculteurs et éleveurs de chevaux à Péry. Leur fille est aussi spécialiste en sciences équines. Elle travaille à la Haute École des Sciences Agronomiques de Zollikofen et vit en colocation à Bienne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne Hering, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors je vais parler du Rwanda, où j'étais l'année passée avec mon oncle, et on va donner un peu mes ressentis sur ce pays. Oui, c'est un pays où on ne va pas forcément tous en vacances. Voilà, exactement, mais qui mérite d'être découvert, et c'est aussi pour ça que je tenais à en parler. Et pourquoi tu as choisi ce pays, le Rwanda ? Alors j'ai une famille qui est intéressée par l'Afrique déjà depuis un moment. Mon papa y était en 77 avec son cousin. J'ai aussi mon oncle qui est allé plusieurs fois pour le travail. Et notamment dans ce cadre-là, il a appris à connaître des gens au Rwanda sur place. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il est retourné aussi plusieurs fois. Il nous parlait toujours de la montagne de Bisesero, que c'était vraiment comme chez nous à la montagne, les paysages et tout ça. Il nous parlait toujours de ça. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller avec lui là-bas, je me suis dit il faut prendre cette occasion. Et c'est pour ça que je suis allée avec lui l'année passée là-bas. Mmh. Et donc, vous êtes partis combien de temps ? Alors, moi, j'ai pu malheureusement y aller que 2 semaines. Lui, il était 3 semaines sur place pour des raisons professionnelles. Mais j'ai l'intention de retourner et de passer un peu plus de temps là-bas de nouveau. Vous avez séjourné à l'hôtel ou chez des gens, chez des connaissances ? Non, alors justement, lui, il a un fils adoptif, si on peut dire, là-bas. Et lui, ce fils, il a une maison maintenant et on a logé chez eux directement. Donc, tu as participé à la vie quotidienne Oui, exactement. Ouais. Des habitants, ça c'est aussi voilà, assez chouette. Dans la capitale, Kigali. À Kigali même. Voilà. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Afrique, comme moi par exemple, tu peux nous situer le Rwanda sur la carte ? Mm-hmm. Alors en tout cas, pour les Rwandais, c'est important qu'on ne dise pas j'ai été en Afrique. Ils veulent qu'on dise j'ai été au Rwanda. J'étais aussi au Sénégal, par exemple. Eux aussi, les Sénégalais, ils veulent qu'on dise j'ai été au Sénégal et pas j'ai été en Afrique. Bon, ça semble logique. C'est comme si nous on dit je vais aller en Europe. Voilà. Bien sûr. C'est entouré par la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc c'est la région des Grands Lacs, si on veut. À l'ouest, il y a le lac Kivu, qui est un très grand lac justement d'Afrique. À l'est, il y a le parc de l'Akagera qui fait justement la frontière avec la Tanzanie. Moi, j'ai regardé quand même sur Wikipédia avant de... Aujourd'hui, j'ai remarqué que c'était un pays qui est en proportion, qui est pas très grand. Voilà, mais il y a beaucoup de gens. Il est très peuplé, ça oui. j'ai vu aussi. Il y a tellement de gens au mètre carré, je sais plus comment j'ai lu, mais c'est 430 habitants par mètre carré. Ça semble un peu fou. Alors ouais, c'est fou. En Suisse, sauf erreur, il y a 41 000 km², c'est juste. Et je crois qu'au Rwanda, c'est genre 25-26 000 km².
Et il y a 12 millions d'habitants, quoi. Au lieu de... En Suisse, on est combien? 8 millions. C'est un peu le double, enfin même voilà, presque, enfin, beaucoup plus que... c'est vraiment extrême. Et aussi, le nombre d'enfants par femme est assez extrême aussi. Je crois que juste avant le génocide, c'était encore 8 enfants par femme ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça doit être autour de 5-6 enfants par femme. Chez nous, c'est 1, je sais plus combien, mais très bas, quoi. Ça ressemble à des capitales, Kigali en l'occurrence, à une capitale, une grande capitale, ou c'est comment? Alors, déjà, moi, je veux pas faire une définition. Moi, ce que j'ai vu, ça ressemble vraiment à une capitale européenne. Donc, le président, il se donne aussi beaucoup de peine pour que les touristes viennent. On se croirait dans une grande capitale européenne. Ils ont vraiment mis en place un réseau de routes qui est très très développé, des grands bâtiments impressionnants qui sont aussi illuminés la nuit, des choses comme ça. Tout est très propre. Et ils font vraiment très attention à ça pour donner aussi une bonne image du pays. Et ça donne aussi du coup l'impression de richesse. Après, justement, quand on va un peu dans les quartiers à côté, on voit que le taux de chômage n'est pas forcément toujours celui qu'ils annoncent. Donc, c'est pas forcément toujours... la vitrine ne reflète pas l'ensemble du pays. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de voir ça. C'est assez impressionnant. C'est différent du Sénégal, en tout cas, de ce que j'ai vu. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit que les femmes étaient toujours très bien habillées. Tu peux un peu décrire comment elles s'habillent? Alors, elles ont des tissus colorés. Alors ça, ceux qui sont allés dans d'autres pays d'Afrique, ils ont aussi déjà sûrement vu. Elles aiment aussi bien se maquiller, mettre des colliers, des boucles d'oreilles. Elles comprennent pas forcément, nous, si on va en pantalon, top un peu neutre, elles sont un petit peu étonnées, mais il y en a quand même de plus en plus qui ont simplement aussi des habits européens, donc pantalons, tailleurs. Si on va dans le centre de la ville de Kigali, il y a beaucoup de femmes d'affaires, si on veut, un peu tailleurs comme ça, donc elles pourraient ne pas détonner à Berlin ou à Londres. Voilà, il y a une mixité en fait, voilà, une certaine influence quand même de l'Occident chez ces femmes. Donc tu es allée là-bas, puis toi tu as vécu avec les gens. Tu peux nous dire un peu comment était ton quotidien, comment ça se passait? Alors, moi j'étais en vacances, du coup je me levais pas forcément très tôt, mais eux ils se lèvent toujours très tôt. Donc à la cuisine, elles s'activent à 5h15, 5h30. Parce qu'il fait chaud, j'imagine, sinon? Pas forcément, non, parce que la capitale elle est à 1600 ou 1800 mètres d'altitude. Donc c'est un pays qui est vraiment en altitude, donc il fait pas forcément très chaud. Okay. Alors moi j'étais en septembre, donc c'était pas la saison des pluies humides et tout ça, mais non, c'était pas forcément parce qu'il faisait chaud, mais parce qu'elles ont juste plein de trucs à faire, quoi. Puis elles arrêtent pas avant des fois 9-10 heures du soir, quoi. Vraiment, c'est assez impressionnant. Alors qu'est-ce qu'elles font? Comment elles s'occupent? Alors le déjeuner déjà il est assez conséquent. Alors c'est vrai qu'ils nous ont dit qu'ils déjeunent pas toujours forcément comme ça, mais là vu qu'on était là c'était vraiment l'événement et tout ça, donc ils nous faisaient des déjeuners assez conséquents, mais ils mangent quand même aussi eux bananes, plantains, avocats, ils font souvent aussi des beignets, des choses comme ça, donc toutes des choses qui doivent aussi des fois être préparées ou cuites ou comme ça, qui prennent du temps. Ce qu'elles faisaient aussi le matin c'est la lessive, donc elles font encore tout à la main. Dans la maison où on était, il n'y avait pas l'eau courante, donc elle avait un réservoir derrière dans la petite cour, si on veut, qui est la cour où tout se fait, donc le bain des enfants, la lessive, laver les légumes, tuer la poule pour le soir. C'est vraiment la petite cour où tout se passe derrière la maison, voilà. Une vie un petit peu agricole, on va dire, pour eux. Rurale en tout cas, ouais. Voilà. Alors l'agriculture, là, où on était vers Kigali, c'était un peu les quartiers vers l'aéroport, donc un petit peu moins peuplés. Il y avait quelques paysans avec des chèvres, des vaches ou comme ça, mais j'ai plus vu de l'agriculture quand je suis allée ensuite direction le lac Kivu ou bien direction le lac Agera, où je suis allée aussi au nord. Voir la cérémonie où ils donnent les noms aux gorilles, parce que ça c'est aussi une partie importante du tourisme là-bas, c'est de faire de la pub pour ce parc des volcans où il y a des gorilles justement.
Et ils ont tous un nom, ces gorilles qui sont dans ce parc. Et il y a une cérémonie où des représentants internationaux, des personnes importantes viennent donner des noms à ces gorilles. Et j'ai pu aller à cette cérémonie, si on veut. Donc tu as assisté au baptême, en fait, d'un gorille? Alors les gorilles n'étaient pas présents, pour pas les stresser. Mais oui, il y avait chaque personne qui donnait un nom et qui expliquait pourquoi ils avaient donné ce nom à ce gorille-là, voilà. Et le gorille, on le voit pas forcément à ce moment-là? Non, on voyait des images de chaque gorille. On avait une petite feuille avec les images. Comment il s'appelle le parc, tu nous as dit avant? Qui est à l'est. Ce fameux parc des gorilles? Alors, c'est pas la même chose. Le parc qui est à l'est, c'est le parc de la Kagera. Ça, c'est plus un peu comme pour faire un safari en Tanzanie ou comme ça. Le parc au nord, c'est le parc des volcans. D'accord, il s'appelle comme ça, en fait. Il a sûrement un nom sur place, mais je suis pas... Ben, en fait, c'est hyper cher d'aller dans ce parc, donc je suis pas allée. C'est quasiment le billet d'avion, donc j'ai pas pu me permettre d'aller dans ce parc. Donc c'est plutôt réservé à des élites, en fait. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et puis, donc financièrement, justement, c'est quoi la monnaie là-bas? C'est le franc rwandais, donc qui subit aussi l'inflation comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc on se promène tout le temps avec 60 000 francs sur soi, quoi. Il y a un marché là-bas? Il y a des marchés avec des secteurs. Il y a plutôt le secteur légumes, pois, protéagineux, des choses comme ça. Ensuite, les fruits, tout ça. Une fois, on cherchait un miroir, donc il y avait vraiment beaucoup d'endroits où on pouvait trouver un miroir, toutes des choses un peu européennes, quoi, comme des miroirs de salle de bain avec la lampe intégrée, des choses comme ça. Il y avait donc c'est le supermarché ouvert, quoi. Oui, voilà, à ciel ouvert. Secteur salle de bain. Ouais. Alors bien sûr, il y avait 4 marchands différents pour ça, et ils voulaient tous que aussi elle achète son miroir chez eux, donc c'était vraiment assez rigolo d'observer comment ils attiraient le client et tout ça. Et là, il fallait beaucoup de billets pour payer ce miroir. Oui, exactement. Ouais. On a parlé avant des femmes et puis de leurs occupations. Et puis aujourd'hui, tu as apporté un objet qu'on va montrer sur Instagram. C'est vraiment un très très bel objet. T'as envoyé combien de formes? Un hexagone ou un octogone? 3, 6, 6. C'est bien un hexagone. C'est un dessous de plat. Et raconte-nous comment elles font ça. C'est très coloré. Alors, il y a un quartier à Kigali qui est très actif quand on y va. C'est le quartier des couturières. Donc, elles sont... les ateliers où je suis allée, il y avait par exemple une petite salle, peut-être un petit peu plus grande de celle où on est, je dirais 5 mètres sur 5. Et puis là-dedans, il y a... je sais pas, 12 machines à coudre, et puis elles font ça toute la journée, et puis en fait elles se relayent, donc il n'y a pas que 12 couturières à travailler là, elles sont peut-être 20 ou 30. Elles se prêtent les postes, et puis elles se prêtent les postes, voilà. Et notamment, donc les personnes où j'habitais, j'ai pas dit les noms, mais ça serait peut-être utile. Oui, peut-être qu'on peut les donner. Ouais, donc ils s'appellent Charles et Ruthie, et leur fille c'est Lena et Lisa, pour leur nom européen, on va dire. Et Ruthie, elle a souhaité m'offrir une robe. Et cette robe, justement, c'est une amie à elle, Chantal, qui l'a fait dans un de ses ateliers de couture. Et ce qui se fait dans ces ateliers de couture, c'est qu'elles ont tout le temps des restes de tissu. Et pour se faire un peu des petits sous, quoi, elles font plein d'objets avec ces restes de tissu. Donc, notamment aussi, par exemple, le collier que j'ai, ou bien les boucles d'oreilles. Et là, c'est une idée de récup, donc c'est des capsules de bouteilles, en fait. Il y a beaucoup de bouteilles en capsule là-bas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le président, il a interdit l'utilisation du plastique. Donc, il y a aussi des bouteilles en plastique, mais ils essaient de réduire cette utilisation. Donc, il y a aussi pas mal de bouteilles en verre. Voilà qui est peut-être une meilleure idée. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est une bonne idée. Après, il l'a introduit, comme il a introduit beaucoup de choses. C'est comme ça, d'un jour à l'autre, fini. Et puis, le président a dit. Voilà, le président a dit, plus de plastique. Donc, il y a aussi beaucoup de capsules métalliques, de bouteilles métalliques. Et elles ont entouré ces capsules de tissu qu'elles ont cousues ensemble ensuite, pour former justement un dessous de plat ou d'autres objets qui étaient des fois plus encombrants, que je pouvais pas forcément reprendre dans la valise, mais
elles sont très inventives pour faire justement des objets de décoration comme ça. Et la récup, c'est aussi... Ah oui, alors il n'y a rien qui traîne, quoi. Une des caractéristiques, je crois que ça c'est dans toute l'Afrique, pas seulement au Rwanda, hein, en fait. Alors, une grande différence, ce que j'ai vu entre le Sénégal et le Rwanda, c'est qu'au Sénégal, ils ont encore beaucoup de peine avec la gestion du plastique et des déchets aussi papier ou comme ça. Donc, le long des routes, il y a vraiment beaucoup de déchets plastiques. Alors qu'au Rwanda, on va jamais voir un truc qui traîne. Ce qu'il y a, c'est que les femmes se sont vues attribuer une portion de route, si on veut, devant chez elles, qu'elles doivent toujours garder propre. C'est comme un contrat avec le gouvernement. Donc le matin, quand on va en voiture, comme ça, on voit toujours ces femmes avec leur balai devant chez elles, et c'est toujours impeccable, quoi. Donc vraiment, on n'a pas des éboueurs, mais chacun balaye devant sa porte. Ouais, exactement, ouais. Littéralement. L'expression. Ouais, exactement. C'est intéressant. Et justement, ces femmes, donc elles font ces travaux-là, elles les vendent, ça sert vraiment à être vendu. Qu'est-ce qu'elles en font? Elles gagnent leur vie avec ça? Alors, ce que j'ai vu, c'est donc dans le Kiyovu, c'est le centre, si on veut. Là, il y a toujours plusieurs fois par semaine un marché. Et ben là, ils vendent de l'artisanat local. C'est facile de trouver du travail? Comment ça se passe? Alors, justement, pas trop, quoi. Les chiffres officiels, je crois que c'est autour de 15% de chômage. Mais dans les jeunes avec qui j'étais, c'était vraiment beaucoup plus élevé, quoi. Donc, Charles, il est agronome. Donc, lui, il a une situation, je ne veux pas dire aisée, mais il a une bonne situation sociale. Ensuite, les autres qui ont contact avec lui, donc les jeunes que j'ai connus là-bas, même s'ils ont fait des études politiques, par exemple sciences politiques, des choses comme ça, c'est pas forcément toujours facile de trouver un travail, quoi. Et ils font quoi alors après? Alors, quand ils sont au chômage, ils cherchent des petits boulots, quoi. Typiquement, ils vont aider le gars qui vend des miroirs à décharger son camion, puis ils gagnent de quoi vivre une semaine. Ensuite, ils vont aider un autre à charger des bananes plantains, faire un camion. Ou bien, alors il y en a après qui se débrouillent pour, par exemple, acheter une voiture, puis ensuite ils sont taxi. Mais ça, c'est vraiment ceux que je connais. Ensuite, je peux pas dire, j'affirmerai pas que le taux de chômage chez les jeunes est de 90%, mais ça a pas l'air facile de trouver du travail, même quand on a fait des études et tout ça. Donc le mari était agronome dans la famille où tu étais. Et Ruthie, l'épouse, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle a aussi fait des études d'agronomie, mais elle n'a pas de job pour le moment. Est-ce que tu remarques encore un clivage homme-femme entre la femme reste à la maison, l'homme travaille ou pas? Ou il y a une évolution? Alors, ce qu'ils avaient beaucoup, même dans les familles les plus pauvres, c'est qu'ils ont une fille de maison, comme on dirait chez nous. À ce niveau-là, oui, parce que c'est souvent quand même des femmes qui font ce travail-là, donc elles sont très peu payées, mais nourries, logées, elles ont une situation au niveau sécuritaire qui est sûre, disons, en tout cas dans la famille où j'étais, la jeune qui travaillait là. Mais par contre, c'est souvent des femmes qui font ça. Ensuite, au niveau des couples, pour se faire engager, c'est clair que y a, comme partout aussi, encore des inégalités. Mais j'avais l'impression que c'était moins fort dans la classe un peu plus haute que chez les gens vraiment moins aisés, quoi. Et puis, quand on pense au Rwanda, on pense au massacre. Oui. Parce qu'il y a ces fameux Hutus et les Tutsis, c'était deux populations. C'est environ 1 million de personnes qui ont été massacrées, donc c'est un génocide. 94, ouais. Donc cette année, ça fera 25 ans. Est-ce qu'ils ont été marqués encore? Est-ce qu'ils en parlent encore aujourd'hui? Alors, bien sûr, ils ont été très marqués. Ils n'en parlent pas au premier abord. Mais souvent, ils le mentionnent quand mes parents étaient encore vivants, des choses comme ça. Plutôt un peu dans la conversation courante. Mais c'est clair que ceux chez qui j'étais, j'ai été assez vite, très proche. Donc, on en a aussi parlé, mais c'est pas que... Ils n'ont pas forcément beaucoup envie d'en parler. Et puis, quand ils en parlent, c'est pas politique ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le récit, comment eux, ils l'ont ressenti. Alors, je dirais pas qu'ils en parlent volontiers, mais si on leur pose des questions, ils y répondent, quoi. Dans la famille où tu étais, il y a eu des personnes... Oui. Charles, justement, lui, il a plus ses parents. Lui, il avait 11 ans au moment du génocide. Et lui, il est très lié à mon oncle aussi parce que, en fait, donc mon oncle, il travaillait à la Haute École de Travail Social à Genève. Et ils ont fait plusieurs projets en relation justement avec le génocide pour
donner la parole aux Tutsis, mais aussi aux Hutus. Parce qu'on en avait accueilli beaucoup à cette époque en Suisse, si je me trompe pas. Alors lui, il allait sur place. D'accord. Alors c'est possible qu'il y a aussi eu des projets d'accueil, mais là, en l'occurrence, c'était sur place parce que sur place, il y a eu des tribunaux qui ont été mis en place. Parce que le problème, c'était que tout le monde avait eu un membre de la famille tué, ou alors tout le monde avait eu quelqu'un dans sa famille qui avait tué les autres, en fait. Oui. Donc c'était un peu difficile de faire des procès parce que y a des millions de gens qui ont tué des autres millions de gens, si on veut résumer comme ça. Donc ils ont fait en fait par village, ça s'appelait les gachacha, des tribunaux, où en fait ils ont réuni tout le village et puis les gens ont dit toi t'as tué, toi t'as tué, toi t'as tué. Un tribunal populaire en fait. Voilà. Et puis bon, il y avait quand même des gens formés qui encadraient ce genre de tribunaux, mais ça a permis aux gens déjà de savoir où étaient les corps de leur famille, parce que souvent soit ils les avaient abandonnés au bord d'une route ou bien mis dans une fosse, ou bien souvent ce qu'ils faisaient aussi c'est qu'ils les mettaient dans les toilettes, dans les toilettes communes, donc ils savaient pas en fait forcément où étaient les corps de leurs proches. Donc ça les a beaucoup aidés en fait, déjà rien que ça, pour retrouver ces corps, pour faire le deuil en fait, pour identifier, voilà. Pour faire le deuil, exactement. Et puis du coup ils ont pu mettre un peu un nom sur, parce que certains ils avaient fui, mais certains ils ont vu, bien sûr la plupart ont vu les atrocités, donc ils ont pu aussi décrire. Et certaines fois, chez nous, quand il y a un petit événement, un accident de la route, il y a toujours 3 psychologues qui arrivent. Mais là-bas, ils n'avaient pas pu encore en parler, quoi. Il y a beaucoup de gens traumatisés aussi. Il y a aussi un taux de suicide très élevé. Ensuite, encore maintenant, il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se situer dans la société et tout ça. Mais ça les a aidés à parler. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des projets justement internationaux qui ont fait, en dehors en fait de ces tribunaux gachacha, juste des groupes de parole pour parler, ou bien soit se faire rencontrer des enfants de génocidaires avec des enfants de orphelins, ou alors les enfants orphelins entre eux qui puissent raconter leurs expériences et tout ça, pour se sentir un peu moins seuls et moins laissés à eux-mêmes. Et toi, donc, tu as fait ce voyage. Donc, en 15 jours, tu as quand même vu beaucoup de choses. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. Et tu as dit que tu vas y retourner. Tu as des projets concrets? Pour le moment, je me consacre à la reprise d'une ferme, mais au Rwanda notamment, avec l'association de mon oncle, dont je suis aussi membre, on aurait le projet qu'il y ait un local en fait dans le village. Donc là, on a amené des jouets, des ballons, des choses comme ça, mais on les a donnés à l'école. Et c'est super de donner à l'école, mais seulement le week-end, l'école elle est fermée. Et ce serait cool d'avoir un local sur place avec une personne sur place pour en fait gérer ce matériel et qu'ils y aient accès le week-end, et en fait ensuite faire justement des projets sur place, quoi. Donc ça semble assez facile de faire des choses assez simples finalement, qu'il faut un peu organiser sur place. Oui, alors ce qui est important, c'est d'avoir une personne de contact sur place toujours, comme beaucoup de gens qui font des projets dans les différents pays d'Afrique se rendent compte, c'est que si on lance un projet mais qu'on part ensuite, ça continue pas forcément, parce qu'on a un peu notre esprit bien organisé d'Européens, puis on arrive avec nos grands pieds leur dire ce qu'ils doivent faire, et puis c'est pas forcément dans leur réalité, quoi. Donc c'est clair, d'avoir quelqu'un sur place qui a un peu les mêmes idées, ça peut vraiment les aider. Ensuite, c'est toujours aussi l'idée de faire selon leur idée, quoi, de dire qu'est-ce que de quoi vous avez besoin, voilà. Et d'essayer de les soutenir dans ce cadre-là, quoi. En tout cas, on mettra le lien de cette association en bas. Alors, on n'a pas encore de site internet. Non. Pour le moment, c'est encore un petit Ou les coordonnées. Peut-être les coordonnées. On peut mettre les coordonnées, bien sûr. Les coordonnées. Avec toi, on a découvert un pays que je pense pas beaucoup de personnes ici autour connaissent. Jeanne, merci de ce voyage. Tu nous as fait profiter un peu de, peut-être pas, je sais pas, du chaud, tu l'as dit, il fait pas si chaud, mais d'une autre ambiance. J'ai juste dit ce que j'ai vu, mais il faut vraiment y aller. C'est vraiment un pays d'Afrique qui vaut vraiment la peine de découvrir. Et on est en sécurité aussi, ça c'est important à mentionner. Merci Jeanne Ehring pour ce bon résumé.
cet épisode vous a plu, ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuses.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi!